Juin 2003, lors du match opposant la Colombie au Cameroun, l'arbitre siffle pour appeler les soigneurs au secours de Marc-Vivien Foé. Le joueur camerounais n'a que 28 ans et pourtant, il vient de subir une crise cardiaque fatale. Il meurt en direct devant les caméras de télévision. Ces images seront retransmises dans le monde entier. Elles vont profondément choquer la planète foot. 4 ans plus tard, les équipes de Séville et de Retafe s'affrontent en championnat de Liga. À la 28e minute du match, le joueur Antonio Puerta s'écroule subitement. Tout de suite, ses partenaires de jeu réalisent que c'est grave. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'il vient de faire un arrêt cardiaque. Le joueur sévillan se relève. Il est conduit dans les vestiaires. Après la fin du match, il fera 2 autres arrêts cardiaques. Ce jour d'été, Antonio Puerta, 22 ans, va mourir. Quand on revoit les images, on est choqué parce que déjà la mort, c'est pas rigolo. Mais de l'avoir comme ça en plus sur un terrain, c'est vrai que Puerta encore, on a cru qu'il allait être sauvé. Il a pu être rapatrié à l'hôpital, malheureusement ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que Marc-Vivien Foé, c'est la pire image qu'on peut voir sur un terrain de football. Et voir quelqu'un s'écrouler comme ça et voir ses yeux, c'est vrai que des fois on a souvent des flashs qui reviennent. Non, c'est pas une belle image. Donc il faudrait arriver à oublier, quoi. Selon un récent rapport de l'INSERM, en France, chaque année, près de 500 sportifs décéderaient brutalement, parmi eux des footballeurs de haut niveau. Mais comment des sportifs si bien encadrés par des équipes techniques professionnelles peuvent-ils mourir ainsi? C'est la question que nous avons posée au docteur William Lovenstein, directeur de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt. Ces médecins qui sont dans les clubs devraient commencer à élaborer des stratégies de réduction des risques. C'est une honte absolue que des gens qui vont nous faire rêver dans des clubs dont on connaît la masse économique ne bénéficient pas de dépistages médicaux et notamment cardiaques dignes de ce nom. Pourtant, dans tous les grands clubs français, il existe une équipe médicale permanente. Elle suit les joueurs à l'entraînement, mais aussi et surtout pendant les grandes rencontres. Paul Fischer est entraîneur adjoint à l'AS Nancy-Lorraine. Il considère que le système de suivi n'est pas encore suffisamment au point. Est-ce que le suivi médical est suffisant en France, dans les clubs professionnels? Ça s'améliorerait. Je pense que ça va de mieux en mieux. Il y a encore eu des bugs. Je peux vous citer l'affaire de Bakary. Dagui Bakary, ancien joueur de Lens, puis de Lille, avant de signer à Nancy. En 2005, le staff de l'AS Nancy découvre qu'il a une anomalie cardiaque. Contraint à un arrêt maladie, le joueur décide de mettre un terme à sa carrière. Ce handicap devait l'empêcher de jouer au football et ça a été découvert que chez nous. Alors qu'il avait pratiqué à Lille, à Lens précédemment et ça n'avait pas été découvert. Donc, c'est quoi, c'est une négligence ou c'est des examens qui n'étaient pas assez poussés ou Oui, je pense que c'est peut-être dû à une négligence. Rien ne prouve néanmoins qu'à l'époque, les clubs de Lille et Lens aient été en mesure de déceler cette anomalie. C'est ce que nous explique le docteur Vaglio de l'AS Nancy. Comment se fait-il qu'un Lens, il est passé à travers un peu les mailles du filet? Il n'est pas passé à travers, il l'avait dépisté. Je pense qu'elle était débutante. Et ça s'est un petit peu aggravé. Hein. Vous savez, quand on mesure la paroi du cœur, c'est en millimètres que ça se mesure. Avec une machine, quand vous êtes sur l'échographe et que vous mesurez, il suffit que le curseur soit un tout petit peu à 1 millimètre près. On peut avoir une erreur d'1 millimètre sur 10 millimètres, c'est pas grand-chose. Marc-Antoine Fortuné est milieu de terrain à l'AS Nancy. Toutes ces histoires de mort subite l'ont profondément perturbé. Est-ce que vous êtes sensibilisé, par exemple, face à une éventualité de mort subite? Ben ça, c'est drôle que vous me posez ces questions, puisqu'en fait, moi, quand j'étais en Hollande, j'ai un ami qui est décédé justement par rapport à ça, après un match de foot. Ce joueur, c'était David Di Tommaso, membre de l'équipe d'Utrecht en Hollande. Il est mort dans la nuit du 25 au 26 novembre 2005 d'une crise cardiaque qui, selon son club, faisait suite à des problèmes d'arythmie. Depuis ce jour, je flippe beaucoup des fois, ou quand j'ai mon cœur qui me fait mal ou quelque chose comme ça. Et c'est sûr qu'on y pense maintenant un peu plus qu'avant. Vous faites attention quand même ou Ouais, c'est surtout ma femme qui après ça, a voulu que j'aille faire des analyses et voir plus loin que ce que le club lui a fait comme analyse. Anomalie du cœur mal détectée dans certains cas, crise cardiaque aux causes encore inconnues dans d'autres. Ces décès posent en tout cas à chaque fois de vraies questions.
comme celle des risques que représentent des calendriers trop chargés pour des individus souffrant d'un handicap cardiaque non décelé. Les cadences infernales, un vrai problème dans le football. Un problème dans lequel les joueurs eux-mêmes ont une responsabilité quand ils acceptent, voire exigent, de ne jamais rater un match. Tout le monde vous le dira, tout le monde veut toujours jouer. Même si des fois on est laissé au repos, on n'a pas envie parce que voilà, les matchs se suivent. Tout le monde a toujours envie de jouer. C'est un cercle vicieux. Il n'y a jamais un joueur qui va vraiment dire, à moins qu'il soit pas à 100% physiquement, mais c'est rare que le joueur ne veuille pas jouer, donc c'est toujours pareil. Après, c'est pour ça que nous, les joueurs, on doit arriver à se sensibiliser sur ça aussi, arriver à se dire quand c'est le match de trop, mais même si c'est dur à dire. Mais voilà, pour le docteur William Lowenstein, ces cadences infernales font planer sur le football un autre danger, celui du dopage. La surcharge du calendrier sportif, la répétition des compétitions, tout autant que l'amplitude économique qui concerne le football, est un facteur évidemment favorisateur du dopage. Si les footballeurs doivent faire dans la semaine 2 matchs très importants, certains seront tentés pour y faire face de se doper beaucoup plus que s'il y avait un match, une compétition, une fois tous les 7 ou les 8 jours. Dans le football, qui a en France une excellente image depuis les 1998, l'omerta, la loi du silence, est encore plus importante que dans le cyclisme. Le dopage, est-ce que ça existe le dopage dans le milieu du football? Probablement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui utilise des produits dopants a forcément un retentissement sur son organisme, donc sur le muscle cardiaque entre autres. En France, il y a eu un club, une période qui était soupçonnée de dopage. J'ai des joueurs que je connais qui étaient dans ce club. Je crois savoir que c'était pas des produits très dangereux, qu'il y avait un grand effet placebo, que si on avait mis de l'eau distillée à la place, on aurait peut-être obtenu le même résultat. Il n'y a pas une culture du dopage dans le football. Moi, au Serre, j'avais un problème pour faire la piqûre anti-grippe. Il fallait que je ferme la porte à clé pour que les joueurs ne se sauvent pas. Je les voyais mal se faire des perfusions. Maintenant, il y a des pays où la piqûre est culturelle, où pour une grippe, on vous fait des piqûres. Maintenant, ça a disparu de la France depuis 1950. Et dans ces pays-là, on peut effectivement mettre les joueurs sous perfusion ou sous piqûre. Et là, commencer à mettre des produits dopants. Regardez bien ces images. Le sportif qui tourne ce film, vous le connaissez. C'est l'Italien Fabio Cannavaro, Ballon d'Or en 2006 et capitaine de l'équipe d'Italie championne du monde la même année. C'est lui qui s'est filmé. Nous sommes en 1999. Posso bucarlo io? Non sai chi puoi bucare tu? Fammi fare la prego. Prima di finale di Coppa UEFA che stiamo... Come eravamo ridotti. Ho 25 anni, mi stanno ammazzando. Questa è la finale di Questa è la finale di Coppa UEFA. Guardate il braccio che si sta gonfiando. Si sta gonfiando. Butta dentro, va tutto. Che questa mi avendo, sai quanto becco sta cosa? Vediamo la faccia del dottore, l'espressione del dottore. No. No, bello. Da, dottore, dottore. Disinfettate le date, no? Sì, che bello. Cette vidéo, diffusée en avril 2005, va faire l'effet d'une bombe. Le journal L'Équipe la reprend à la une et va même plus loin en révélant que le produit qu'il s'est injecté est du Néoton, un médicament tonicardiaque qui présente la particularité de ne pas figurer sur la liste officielle des produits dopants. Jean-Pierre Mondenard est médecin du sport. Il est aussi membre de l'Observatoire sur le dopage et auteur de 4 ouvrages consacrés à cette question. Il a suivi de très près l'affaire Cannavaro. Il se fait une perfusion, ou en tout cas une injection de Néoton, qui est de la créatine injectable. Et il se fait ça donc au moment de la finale. Et le Néoton, c'est un produit qu'on donne en réanimation cardiovasculaire
pour des gens qui sont très mal en point au niveau cardiovasculaire. Et à ce que je sache, Cannavaro n'avait aucune pathologie cardiovasculaire. En tout cas, le médecin du club aurait dû lui interdire de jouer le match. Et donc c'est bien dans une conduite dopante, même si ce qu'on appelle les produits borderline, c'est-à-dire c'est des produits qui sont équivalents à des dopants et qui ne sont pas recherchés et pas interdits. Alors bien sûr, il peut toujours dire qu'ils ne se dopaient pas. Mais le dopage, c'est de prendre des médicaments ou des produits pharmaceutiques pour soigner la performance. Pas pour soigner un malade, pour soigner la performance. Donc là, on a des cas répétitifs et personne n'a poursuivi. Ni le ministère italien, ni le CONI, le comité olympique italien, ni la FIFA, ni personne. Voilà, donc on passe son temps à faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors qu'en réalité, le dopage, plus vous allez vers le haut niveau, plus le dopage est répandu. En 2 ans, une dizaine de footballeurs sont morts en plein effort, comme Miklos Feher, joueur du Benfica Lisbonne. À 24 ans, il décède en plein match d'une crise cardiaque. Dans son cas, comme dans ceux de Foé, Puerta et Di Tommaso, rien n'a prouvé qu'il y avait eu dopage. Mais en améliorant encore les contrôles médicaux, on pourrait certainement éviter certains décès et détecter du même coup plus facilement les cas de dopage. Il aime autant le sport qu'il déteste le dopage. Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, vient de démissionner de ses fonctions au sein de l'Agence mondiale antidopage, estimant qu'il y avait un manque de volonté politique de lutter contre ce fléau. Il a accepté de nous parler sans langue de bois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous qui avez été ministre des Sports jusqu'à tout récemment, de votre point de vue, un vrai déficit au niveau du suivi médical de ces sportifs professionnels notamment et des sportifs de haut niveau en général? Avant de répondre à votre question, je vais vous dire ce que je pense du reportage. Il est d'une grande violence, mais tant mieux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les images terribles que nous avons vues et le suivi médical? Oui et non. Oui, parce que malheureusement, on n'a pas réussi à détecter à temps une malformation cardiaque. Non, parce que la science et la médecine font beaucoup de progrès et qu'il y a encore 10 ans, on était incapable de détecter, d'ailleurs l'un de vos intervenants l'a dit, une épaisseur différente de la paroi du cœur qui détermine, oui ou non, une fragilité de ce muscle cardiaque. Et c'est bien pour ça que l'Agence française de lutte contre le dopage a été chargée par le ministère d'une étude sur le long terme pour effectivement essayer de déterminer à la fois les raisons de ces morts terribles en direct et puis surtout des solutions. Quel est le suivi médical adapté sur le long terme, peut-être pratiquement dès qu'un jeune commence à rentrer dans un centre de formation, que ce soit d'ailleurs le football ou autre, pour lui éviter ce type de fin tragique. Alors vous avez fait de vous-même, mais le sujet évidemment le fait lui de façon très appuyée, vous avez dit violente, le lien entre effectivement fréquence, niveau de performance de plus en plus élevé demandé, et puis le recours à certains produits stimulants, on va dire, voire carrément classifiés comme produits dopants. La lutte antidopage, elle n'est pas franco-française, ça serait bien simple de traiter notre affaire entre nous. Elle est mondiale. Or, partout dans le monde, quel que soit le continent, vous avez des approches culturelles en matière de lutte antidopage. On parlait tout à l'heure des États-Unis. En matière de parcours individuel ou de protection de ce parcours individuel et de l'individu qui est très affirmé aux États-Unis, mais je vais vous citer aussi le contexte africain. Les Africains, ils ont déjà du mal à acheter une paire de chaussures pour leurs athlètes. Vous imaginez s'il faut dépenser, comme en France, 20 millions d'euros pour traiter les problématiques de dopage. Ils ne peuvent pas le faire. Donc vous avez différentes cultures qui, au niveau par exemple de l'Agence mondiale antidopage, expriment ces grandes différences. Donc vous voyez, l'enjeu il est majeur, mais la solution elle n'est pas française, elle est même pas européenne, elle est mondiale, et c'est là où heureusement le code existe. Il n'est pas parfait, mais il existe en matière de sanctions, en matière de recherche de produits. Mais il faut que cette agence, elle soit le gendarme de la lutte antidopage. Et pour tout vous dire, je suis un petit peu interrogatif sur ce qui est en train de se passer, en particulier au travers de l'action assez détestable d'un certain nombre de pays au sein de l'agence. Merci Jean-François Lamour.